très très noir, puisque chacun disait le constat de sa situation et on n'arrivait pas on ne savait pas comment le prendre, sauf par soigner les plaies, je dirais. Donc au fur et à mesure, bon, bah, c'est un travail collectif, on s'est dit, voilà, il y a des attaques à la santé de plus en plus fortes, que ce soit au terme de ce qui est de la partie manuelle du travail comme pour la partie intellectuelle, et c'était jusqu'à des suicides dans les entreprises, hein, le technocentre ici par exemple, il y en avait pas mal. Et on s'est dit, bon, bah, il faut regarder les causes. Pour les militants, en plus quand on est marxiste, vraiment on regarde les causes. Les causes, il y a l'organisation du travail derrière. L'organisation du travail, derrière c'est des stratégies. Derrière la stratégie, il y a des pilotages des boîtes. Et on s'est dit, bon, bah, c'est complètement lié à la financiarisation de l'économie. Et là, le lien qui a été fait, qui est fait aujourd'hui par la CGT, mais au plan politique, le lien commence à être fait aussi, c'est qu'il y a, si on veut changer les choses, on ne peut pas uniquement se contenter de balancer des grandes propositions de mesures macroéconomiques que tout le monde soutient, mais qu'on comprend plus ou moins intellectuellement. Mais c'est quand même assez démobilisateur, puisqu'on ne voit pas comment on a prise dessus. Alors qu'en fait, en prenant la question dans l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a un lien très étroit entre la manière dont s'organise le fonctionnement des entreprises, avant on disait la manière dont s'organise l'exploitation de l'entreprise, et la manière dont il y a un prélèvement sur la richesse créée qui part directement sur l'actionnaire et qui il y a un processus de financiarisation extrêmement fort. Donc il y a une financiarisation du travail et de l'entreprise que nous on propose de démonter et à laquelle on propose de s'attaquer. On dit si on ne transformera pas l'ensemble de la société si on ne s'attaque pas à ça. Donc si on ne commence pas à définanciariser le travail. Alors, parce que la finance, les affaires, aujourd'hui avec l'histoire de Cahuzac et tout ça, enfin, on voit bien que l'affairisme instrumentalise y compris la politique, quels que soient les partis, etc. Donc là, bon, ça prend sa source aussi dans l'entreprise. J'ai un article, alors je ne voulais plus en français parce que je me suis dit que tout le monde ne connaîtrait pas l'anglais dans la salle, connaissant chez Pli par pas bien l'anglais. Il y avait la semaine dernière, il y a un article qui sort en Angleterre qui dit qui est intitulé « La stupidité comme mode de management ». Alors pour nous, ce n'est pas quelque chose de stupide, la manière dont c'est managé aujourd'hui, mais vous allez voir pourquoi il dit ça, c'est sur la question de le travail. Aujourd'hui, on dit c'est le mal travail qui règne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'utilise qu'une partie on nous oblige à utiliser qu'une partie de notre qualification, et ça fait profondément souffrir. Mais alors les conséquences, c'est assez étonnant, parce qu'il y a des profs importants, je vous passe les trucs en Angleterre, en Suède et tout, qui ont fait une étude sur les boîtes de la City, les banques, les assurances de la City à Londres, et qui disent que il y a des salariés là-dedans qui sont embauchés, qui sont, on dit très qualifiés, eux ils disent très intelligents, pour moi c'est pas la même chose, enfin bon, ils disent que le scandale qu'il y a eu sur la manipulation du LIBOR, c'est-à-dire qu'il y a un gros scandale financier, ils ont fait une manipulation des taux de change en Angleterre, ils disent que ça a été rendu possible parce que l'intelligence des salariés est systématiquement découragée. En gros, on dit à ces gens hyper qualifiés, ne réfléchissez pas, ne posez pas de questions gênantes. Alors tout ça, c'est des attitudes qui sont découragées. Et toutes ces entreprises, elles incitent des personnes très intelligentes à ne pas mettre à profit l'ensemble de leur capacité intellectuelle. Alors en gros, on leur dit, taisez-vous, ne réfléchissez pas, faites ce qu'on vous demande. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est au XXIe siècle, que la part intellectuelle du travail est de plus en plus importante, et qu'en fait, on a une espèce de taylorisation de la part intellectuelle du travail qui est en train de s'opérer un peu de la même manière, mais c'est analogue, mais c'est pas la même chose, que ce qui s'est fait au 19e et 20e siècle sur la taylorisation du travail manuel. Et donc parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, le profit se dégage quelque part. Et bon, avec aujourd'hui regardez tous les boulots que vous avez ou que vous font vos connaissances, la part intellectuelle est toujours plus forte. Alors, on s'est aperçu que
il y a des progrès énormes dans la société, des technologies modernes partout, vous avez des possibilités de mourir à la planète, je ne sais pas combien de fois, vous avez bon, et puis, on est en crise forte, il y a un mal-vivre épouvantable, des suicides au travail, les jeunes ne trouvent pas d'emploi stable avant 28 ans, vous avez 5 millions de chômeurs, 1 million de ruptures conventionnelles en 3 ans. Bon, donc, il y a quelque chose qui se passe. Alors, quand on démonte les affaires, on s'aperçoit que le type de mode de fonctionnement des entreprises aujourd'hui, c'est en gros, il est fondé sur ce qu'on appelle le culte à la performance individuelle. Vous avez des indicateurs quantitatifs qui sont complètement orientés vers la recherche du maximum de rentabilité financière. Et on vous demande de ne faire que ça. C'est-à-dire que ça évacue, c'est des techniques presque scientifiques, enfin rationnelles en tout cas, qui évacuent toutes les questions que vous allez vous poser sur le sens du travail, sur l'éthique professionnelle, voilà, ou personnelle. Et vous avez ce qu'on a appelé ça le Wall Street Management, parce que la manière dont on vous oblige à travailler, elle ne vise qu'à produire davantage de cash pour l'actionnaire et davantage de marge pour les actionnaires. Alors, et ça provoque des drames humains épouvantables, des suicides, ça provoque des gâchis économiques phénoménaux. Par exemple, l'exemple d'Airbus, il y a quelques années, vous savez, l'A380, le gros avion qui a été fait, il a pris 1 an de retard. Alors que tous les indicateurs d'entreprise étaient ouverts. Parce que partout, à tous les niveaux, on demandait à tous les niveaux de l'entreprise, et là, c'est sur des boîtes de milliers et de milliers de personnes. Partout, on vous dit, bon, l'objectif financier à tel service, partout, il est rempli. Le plan économique, tac, 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 tout est vert. Ce sont les problèmes, tout le monde sait qu'il y a des problèmes. On les évacue sur la sous-traitance, etc. Au bout d'un moment, vous avez 1 an de retard parce que ça saute. Vous faites maintenant ce n'est pas suivi, etc. Et après, donc vous avez, y compris ce type de management qui est mis en place, il y a une inefficacité économique. Drame humain, gâchis économique, et puis vous avez derrière la crise financière qui s'est générée avec ce système. Alors, à partir du moment où tous les volets humains, je dirais, de lien entre les personnes, qui sont éliminés du travail, vous avez une déshumanisation de l'entreprise phénoménale, et les relations sociales, je ne vous en parle pas, tout est cassé. Vous avez les gâchis économiques et aussi environnementaux. C'est-à-dire que les sous-traitants, vous savez, pour les accidents que vous avez, ils viennent aussi de ce type de logique. Alors, on avait fait une étude il y a quelques années pour demander aux salariés, notamment aux cadres techniciens, votre travail, vous le voulez comment, vous le vivez comment, vous le voulez comment. Et en 15 jours, on avait eu plus de 2000 réponses. Et puis, il y a des gens qui nous ont écrit en disant il faut inverser le management. Alors déjà, nous, le mot management, on n'employait pas trop. Alors, ils nous ont dit il faut inverser le management. En gros, il est tourné vers les actionnaires, vers le haut, il faut tourner vers le bas, vers les salariés. C'est tout con comme truc, mais en termes de démarche, c'est assez fondamental. C'est-à-dire que comment est-ce que on réorganise le travail correctement, on produit des richesses, voilà, on va voir comment on peut faire autrement, ou alors est-ce qu'on continue de prélever, de pressurer, voilà. Voilà. En gros, ce qu'on a voulu dire, c'était on ne va pas trouver une recette magique, par contre, il y a une démarche à mettre en œuvre qui de réappropriation du travail, de l'outil de travail, et il me semble que ça peut porter assez loin. Alors, on a dégagé 3 axes un peu d'alternatives, donc c'est là-dessus que je voudrais développer plus, qui sont de tout ce qui tourne. Le premier axe, c'est comment on fait avancer tout ce qui tourne autour de la reconnaissance, de la qualification, de notre technicité, etc. Tout ce qui est en termes de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'essentiel par rapport aux efforts qu'on produit, par rapport à la formation qu'on a acquis, par rapport à, voilà. Là, il y a un très très bon point qui est aujourd'hui nié dans le travail. Le deuxième gros point, c'est tout ce qui tourne en termes de démocratie, de droits démocratiques, qu'ils soient individuels ou collectifs, ou droit d'expression. On ne peut même plus parler de son travail dans l'entreprise.
entre ça et puis aller jusqu'à intervenir sur son travail, mais sur l'organisation du travail, sur les stratégies des entreprises. Donc il y a tout un panel de droits individuels, collectifs qui a besoin de développer. Et puis le troisième axe, qui nous paraît important si on modifie le fonctionnement des entreprises, c'est que tous les choix qui soient faits à tous les niveaux, ils conjuguent le social, l'économique et l'environnemental. Et aujourd'hui, il ne conjugue rien, il ne fait que de la finance. Donc comment on s'attaque à ça? Alors, on s'est dit, bon, ben, est-ce que c'est possible de faire autrement qu'aujourd'hui? Et en regardant de près, on s'est aperçu qu'il y a plein d'expériences, il n'y en a aucune qui est parfaite, mais dans chacune, il y a toujours des éléments qui nous paraissent aller dans le bon sens. Mais ils sont disparates. Le problème, c'est qu'il faut qu'on rassemble tout ça et qu'il y ait une lucidité collective qui fasse qu'on arrive à se réapproprier le travail, l'outil de travail, les stratégies, le pilotage des entreprises. Alors, on avait fait un premier bouquin il y a 3 ans qui s'appelait « En finir avec le Wall Street Management », avec ce management support de la financiarisation. Et là, celui-là, il est plus sur comment on fait. Comment on fait pour définanciariser le travail, définanciariser l'entreprise. Parce que c'est comme ça qui nous génère la crise à laquelle on est. Alors, on s'est dit, bon, on va déjà regarder du côté de l'économie sociale et solidaire. Ils sont moins dans le tout lucratif, la concurrence acharnée, etc. Oui et non. Parce que dans l'économie sociale et solidaire, vous avez aussi le crédit agricole, le crédit mutuel, vous avez des banques. Bon. Celui-ci est quand même les coopératives. Les coopératives, c'est pas n'importe quoi, parce que vous avez des systèmes de sociétaires de un homme, une voix, les salariés de notre majoritaire à 54% du capital, 16% des bénéfices sont obligatoirement réinvestis dans le développement. Bon, donc là, c'est pas que sur les dividendes, donc il y a autre chose. Puis vous avez des choses étonnantes. Moi, j'aime bien le champagne, comme beaucoup d'entre vous, je pense, même si c'est un peu cher, mais enfin, ça dépend. 30%, la France, c'est un produit luxe, hein. 30% du marché du champagne, c'est les coopératives. Il n'y a pas vraiment qui le sait. Je crois que c'est que le négoce. 30%, c'est les coopératives. Pourquoi? Parce qu'au début du XXe siècle, il y a eu, jusqu'en 28, il y a eu tout un mouvement en France, notamment au niveau agricole, mais pas seulement, au niveau de l'industrie aussi, de création de coopératives et d'appropriation de l'outil de travail. Le début du mouvement ouvrier, du syndicalisme, etc. Politique aussi. Et c'est un mouvement qui s'est arrêté en 28, au moment où Staline en URSS, il a arrêté la NEP, hein, l'expérience de Lénine. Donc, et là, il n'y a plus, on va dire, c'est planification, on n'intéresse plus de la gestion. Donc, c'est ça, y compris après les partis communistes, y compris en France, on ne parle plus d'intervention de la gestion pratiquement jusqu'à l'année 60. Sauf qu'en profondeur de la population, ça continue. Et donc, pas parce que vous avez le politique qui dit on arrête, que ça ne continue pas. Et par exemple là, les coopératives ont continué en France. Et comme par hasard, cette logique-là, c'est dans les années 30, où il y a eu plus de conquête sociale. Donc, à partir du moment où les gens se sont mis dans la tête qu'ils pouvaient se rapproprier leur travail et leur outil de travail, ça travaille la conscience, et vous avez une lucidité collective sur l'ensemble des questions sociales et économiques, et vous avez dans les années 30 tout un... les plus grosses conquêtes sociales qu'on a jamais eues, 1936, etc., ça va être là. Dans des batailles frontales avec le capital, quand même. Donc ces questions des coopératives, on le travaille beaucoup en ce moment, parce qu'il y a des questions de reprise d'entreprise, qu'il n'y avait pas il y a quelques années. L'économie sociale, les coopératives, c'est le secteur qui a mieux tenu la crise. L'économie sociale et solidaire a mieux tenu la crise que les boîtes capitalistes classiques. Parce que ils font moins. Ils cherchent à être viables économiquement, même s'ils ne font pas de la rentabilité financière à 2 chiffres. C'est ça le truc. S'ils ne mettent pas en œuvre un mode de management qui permet de faire de la rentabilité financière à 2 chiffres. Ils cherchent à faire un mode de management, de fonctionnement, où les gens travaillent correctement et où c'est viable économiquement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru important et d'avenir. On a pas mal... J'étais le jour avec le copain qui a... Enfin, c'est pas que plus que lui, mais enfin, à Elio-Corbeil, ils ont repris la boîte qui était en liquidation. Ils ont fait une coopérative, ça fait plus d'1 an. Elle marche. Ils ont sauvé l'emploi. Alors l'ancien délégué CGT, il n'est pas trop de la boîte, c'est assez drôle. Et alors il nous racontait les contradictions qu'il y avait. Il
dit, purée, il y en a qui me paye l'anti-cadre, là. Il me tire dessus. Et il dit, puis alors le problème, c'est que maintenant on a du fric. Hein. Alors, la boîte, elle tient, ça fait plus d'1 an. Et le problème, c'est que notre projet, c'était maintenir l'emploi. Maintenant, il faut qu'on ait un projet industriel. Parce que qu'est-ce qu'on fait de l'argent? On le distribue aux salariés, on investit dans l'emploi, etc. Du coup, il y a des nouvelles questions, etc. Et c'est vachement intéressant. C'est des salariés qui sont en train de réapprendre à maîtriser leur travail, leur outil de travail, etc. Donc c'est quand même fort. Et je ne vois pas pourquoi des salariés qualifiés, après on peut dire s'ils ne sont pas formés pour faire de la gestion de travail aujourd'hui, dire que ceux qui dirigent les boîtes, y compris les grands patrons, ils sont en train de former que la plupart aujourd'hui des jeunes qui sortent des écoles ou des universités. Il faut arrêter, les gens sont qualifiés aujourd'hui. Donc ça c'est un premier mouvement qui nous paraît important. Et alors on s'est dit, bon bah, alors, je vais aller pour aller vite, dans les gags, on a dit on va chercher dans le privé complet, puisqu'il y a des exemples. Et alors on a niché quelques trucs, je vais vous en donner un rigolo. C'est dans le bijou de luxe, à la place Vendôme à Paris, chez Mauboussin. Le mec, c'était une boîte, Mauboussin, qui avait fait faillite parce qu'ils n'avaient qu'un seul client, c'était un chèque arabe, qui prenait 90% de la production, du bijoux, et puis un jour, il se casse. Et du coup, ils se retrouvent, ils ont licencié, je sais pas, ils devaient être 150, ils ont licencié 120 personnes, quoi. Ils se sont retrouvés une poignée. Il y a un gars qui reprend la boîte, il trouve des... et puis il y a un mécène, un Suisse, qui dit moi je veux bien mettre de l'argent, c'est des bijoux, mais bon, et alors tu dis d'accord, mais donc vous ne prenez pas de dividende pendant 5 ans. Il faudra pas que les actionnaires ne prennent pas de dividende pendant 5 ans, ils mettent l'argent. L'autre, celui qui reprend la boîte, il se dit ah mais les bijoux, il dit bon d'abord c'est trop cher, bon, il faut essayer de diminuer le prix, et puis il y a des évolutions sociétales. Avant, les bijoux, c'était les hommes qui offraient ça aux femmes. Et maintenant, dans l'évolution sociétale, il dit, je pense qu'on est à un stade où c'est les femmes qui sont capables de choisir les bijoux elles-mêmes et les acheter. Il modifie tout son modèle économique à partir de cette idée-là. Et y compris, c'est le seul boîte de bijoux qui fait de la pub dans le métro aujourd'hui. Alors moi, c'est toujours trop cher pour moi pour acheter les bijoux. Ceci dit, c'est reste un produit luxe. Ceci dit, ils sont 300. Ils ont reconstruit la boîte. Et alors, il s'est dit, pour faire un bijou, il a repéré, et c'est voir, et que la plupart des salariés c'était des femmes, et bien quand ils inventent un bijou, ils consultent tout le personnel, ils votent. Si ça passe pas, ils enlèvent le truc. Donc il a y compris en termes de management, ils sont beaucoup mieux payés qu'ailleurs, etc. Donc, le gars il a investi sur les hommes, sur les femmes, sur les salariés, et ça marche pas. Et il tient la dragée haute. Alors il y a eu un bouquin l'autre fois qui est sorti, c'est Le Rebelle de la place Vendôme. Alors c'est marrant parce que vous allez interviewer les places Vendôme à Paris, vous retrouvez un truc, c'est super beau la place Vendôme. Alors il y a une vitre gigantesque et il a son bureau qui est tourné le dos à la place. Entre le bureau, oui, pourquoi? Là je ne peux pas les voir, tout cela, ils m'énervent tous. Et il y a une photo de Che Guevara au mur. Où je suis? Pas ça, on fait des trucs, c'est anecdotique, parce que le gars quand il est parti, je ne sais pas ce que ça donne. Quoi. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est tout un tas de modes de fonctionnement qui sont différents de ce qui se passe partout, et il y en a plein comme ça partout. Donc ça, il faudrait qu'on arrive à échanger, à partager, et puis à se rapproprier, ce que dit le travail, l'outil de travail partout. Donc c'est ça qu'on essaie de promouvoir. Deuxième volet, pour modifier les choses qu'on a travaillé, c'est comment on sort de la gouvernance actionnariale. Parce que c'est quand même ça qui est posé. Puisque comment on sort du court terme, alors il y a un gros point qui se travaille aujourd'hui, c'est l'entreprise. On parle d'entreprise, mais en fait ça n'existe pas l'entreprise. Dans le droit, la notion d'entreprise n'existe pas. L'entreprise, c'est la société de capitaux. Et la société de capitaux, c'est pas une entreprise. Pour nous, entreprise, c'est communauté de travail. C'est pas, donc forcément, il y a un problème. Et donc on a, alors, y compris des chercheurs de l'école des mines de Paris, donc c'est les plus ultra en France, des X-Mines, des chercheurs qui ont travaillé sur cette question-là. Comment est-ce qu'on peut refonder l'entreprise, des travaux de recherche là-dessus. Et en disant, ce n'est pas possible que ce soit l'actionnaire qui dirige, on s'aperçoit que les boîtes qui durent le plus longtemps,
tout cas où ils réussissent le mieux, c'est celles où les actionnaires ne partent pas tous les 2 ans. Quand ils restent longtemps dans l'entreprise, etc. Donc à partir d'observations comme ça, ils ont travaillé sur des conceptions pour refonder l'entreprise, en disant il faut pas il y a ceux qui sont l'entreprise, il y a plein de parties prenantes, y compris à l'extérieur, hein. Il y a les collectivités, si on veut intégrer les questions d'environnement, il y a bien sûr les salariés, mais il y a aussi les aspects extérieurs. Mais en même temps, il y a ceux qui sont directement impliqués, intégrés dans le processus de fonctionnement de l'entreprise. Donc il y a une direction, il y a un management, il y a des salariés, etc. Et donc c'est eux qui doivent décider. Ce n'est pas les actionnaires, ce n'est pas les autres. Ils interviennent ces jours, mais ce n'est pas eux qui doivent décider de leur attention. Donc ils ont commencé à creuser ça. Et bon, nous on leur disait, on est d'accord, c'est beau, mais ça fait des années que nous on dit ça, j'aime bien. Alors ils ont été plus loin que nous parce qu'ils disent, ouais, il faut que ce soit une communauté de travail créative, l'entreprise. Nous on est d'accord, il faut que ce soit créatif, parce que c'est la création de richesse. Et alors ils disent, oui, mais vous savez, il y a déjà des expériences comme ça qui existent aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, en Californie. Alors, parce que, comme quoi, on peut toujours aller plus loin au niveau de la surexploitation. Aux États-Unis, si un dirigeant de boîte, s'il veut faire une politique sociale ou faire attention à l'environnement, eh bien, il peut avoir les actionnaires qui portent plainte contre lui parce qu'il ne maximise pas l'action. Il peut être condamné au pénal. Donc, parce que c'est la société de capitaux. Et donc, ils ont une loi qui est passée en Californie qui permet par exemple, à les dirigeants ou des salariés de passer sous le statut d'entreprise et non pas de société de capitaux, où ils peuvent faire une politique sociale, etc. Donc, c'est tout con, mais c'est important. C'est important par rapport au fond de ce qui nous intéresse. Quoi, je veux dire. Donc, on a repéré ce type de... Bon, il y a d'autres choses qu'on a développées sur les règles de solidarité qui préconisent, parce qu'ils vont loin. Ils partent sur les expériences de la maritime. Par exemple, un bateau, quand il coule, ou quand ils sont obligés de mettre pour éviter que ça coule, de jeter la cargaison par-dessus bord, etc. Après, c'est tout le monde qui partage les échecs ou les réussites. Quoi. Je veux dire qu'il y a tout. Et aujourd'hui, c'est que les salariés qui payent au niveau des boîtes. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, vous êtes viré, la boîte elle se redresse, mais vous êtes viré. Donc eux, ils proposent de revoir tout ça, c'est-à-dire de pouvoir, on ne prend pas les règles des avaries maritimes, etc. C'est des chercheurs, c'est des chercheurs qui ont pignon sur rue, quand même. C'est-à-dire que ça commence à venir. Donc nous, on a été contactés sur le premier cas qu'on avait fait par le MIT qui voulait nous inviter. Il fallait parler en anglais et traduire, on n'a pas eu le temps, on n'a pas dû faire. Mais bon, ça veut dire que ça intéresse. Après, bon, on a des points plus syndicaux, c'est-à-dire qu'on s'est attaqué à l'évaluation du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là je vais aller très vite, c'est les personnes qui sont évaluées, c'est pas le travail. Voilà, c'est ça qui provoque la casse. Alors on a fait condamner Airbus l'autre jour pour le système d'évaluation comportementale qu'ils avaient. On a fait une cour d'appel, pardon. Ils ont pour 8 mois à refaire tout le système d'évaluation. Mais parce qu'il fallait, dans les critères sur lesquels vous êtes évalué, c'est il faut agir avec courage pour l'ensemble de la stratégie d'entreprise. Voilà. Ça, c'est pas passé au niveau de la justice, heureusement. L'ANI, par exemple, pourquoi les employeurs veulent la sécurisation? C'est pour éviter ce type de procès. Parce que l'intervention de la collectivité, donc du juge, dans l'entreprise, ne supporte pas. C'est un des enjeux de l'ANI dont tu parlais tout à l'heure. Autre volet sur lequel on propose d'avancer, c'est tout ce qui tourne, faire vivre le bien travailler, c'est-à-dire intervenir au niveau notamment des CHSCT, donc commission d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, en termes de droit, moi je vais passer vite, mais d'élargir les prérogatives, l'inverse de l'ANI, ce qui propose de diminuer, pour agir sur le travail au plus près, dès le départ. Un autre volet intéressant que nous avons assemblé, c'est comment on intervient le plus en amont possible sur les restructurations et les évolutions de l'emploi.
Quand je dis restructuration et évolution, ce n'est pas forcément négatif. Il y a aussi des évolutions qui peuvent être positives. On va imaginer développement de l'emploi, en fonction de projets nouveaux. Bon. Mais ça suppose qu'on a des éléments en amont, et donc on fait tout un tas de propositions pour avoir des informations. L'ANI va exactement dans l'autre sens, puisqu'il restreint les possibilités d'intervention en amont, d'être informé, de pouvoir chercher d'autres solutions, etc. Mais je vais vous donner un exemple pour bien visualiser à quoi on est affronté quand même. On a interviewé un gars qui s'appelle Franck Pupuna, qui est d'ailleurs, il est cofondateur du parti de gauche avec Mélenchon. Mais il a quitté, puisqu'il nous a dit, l'été dernier, il nous a dit oh, il est trop insupportable, il s'est cassé. Mais enfin, lui aussi, il est insupportable. Les gars, ils ont des égos tellement exacerbés. Alors, il nous a raconté l'histoire de la FNAC. Parce que ce gars, c'est un 4 dirigeants, un gars de HEC, qui a fait. Il travaillait au développement, maintenant il est à la Poste, il travaillait au développement durable à la FNAC, comme direction générale, il y a quelques années, au moment où ils voulaient absolument vendre la FNAC, et donc ils cherchaient. La FNAC, c'est une entreprise qui a été créée après 68 par les gauchistes, en fait. Et c'était vachement intéressant pendant des années. Puis c'est eu plein de fusions et tout, et c'est PPR, Pinot Printemps Redoute, qui a racheté, et qui, donc là, c'est la logique financière. Et alors, ils voulaient avoir pour vendre, avoir des taux de rentabilité à 2 chiffres dans les FNAC. Et donc, ils ont voulu faire un exemple. Ils ont dit, la FNAC emblématique, c'est la FNAC Bastille, on la ferme. Et donc, Franck Pupuna, qui est la direction générale, développement durable, il voit ça, il dit, ouais, mais enfin, elle est rentable. Il dit, on la ferme, il y a moyen de proposer autre chose. On peut proposer, pourquoi pas, une reprise par les salariés, etc. Il dit ça à son copain qui est l'IRH de la FNAC, le grand DRH, numéro 2 du groupe. Et il lui dit, ah oui, peut-être, bah, écoute, tu fais un projet, hein. On verra bien. Bon, Franck Pupuna, il fait un projet, une reprise par les salariés et tout. Et puis, le fil, puis il me rappelle au bout de 15 jours, il dit alors, elle n'est pas de Noël. Elle dit si, on a regardé avec le PDG, on a regardé, mais écoute, ton projet, il tient la route. Hein. D'ailleurs, il sera plus rentable, puisque les salariés seront davantage mobilisés, puisque c'est travail pour eux, il y a moins de prélèvements, etc. Normalement, ça tiendra mieux la route qu'aujourd'hui. Donc on a vraiment décidé de le fermer, parce qu'il faut faire un exemple. Comme ça, il dit ça, comme ça. Alors là, il nous a dit, bon, vous pouvez l'écrire, il y a prescription. Mais on s'en fout, plus on a de procès, plus on peut diffuser nos machins. On ne l'a pas eu, il ne porte pas plainte, c'est dommage. Mais c'est vrai, il a fait ça. Pour l'exemple, pour montrer que c'est la rentabilité à 2 chiffres, qui est la ligne, c'est celle-là. Voilà. Donc quand je dis à quoi on s'affronte, c'est ça. C'est pas du bisounours, là. Alors on a une autre chose sur... sortir sur type des propositions aussi, parce que hier on avait une réunion au ministère, il y a tout un truc sur la RSE. C'est parce que c'est la RSE. C'est la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est un concept qui a été créé il y a quelques années pour dire que les entreprises, c'est validé au niveau européen, pour dire que les entreprises devaient intégrer les problématiques sociales, économiques et environnementales. Sauf qu'est-ce qu'on en fait les entreprises avec ce concept qui, à l'origine, a été créé par les économistes de gauche américains il y a quelques années, mais qui a été retourné par le capital. En fait, ils ont fait un outil de communication. Il y a plein de grosses boîtes aujourd'hui qui se disent les meilleurs, ils ont des bilans sociaux très très bons sur la diversité, sur l'handicap, machin, etc. Tout ça. Et puis, c'est que de la com. On ne correspond pas du tout à la réalité, c'est du tout à l'intérieur. Or, si vous mettez ces obligations, nous on propose de rendre ça obligatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, mais dans l'entreprise, dans chaque collectif de travail, à chaque fois, n'oubliez pas que l'indicateur financier, mais vous soyez obligé de discuter des impacts sociaux, des impacts environnementaux, à tout moment, à tout degré. Donc, je dis ça parce qu'on avait un réunion ministère hier là-dessus, on leur a balancé ça, il y avait une dizaine d'associations de différentes boîtes où ils montraient Michelin ou Lafarge, super plaquette de présentation pour montrer qu'ils sont vachement sociaux, etc. Et puis après, le gars nous expliquait comment être truandé les accidents du travail.
parce qu'ils estiment que ils ne prennent pas les chiffres qui sont officiels par la Sécu, ils les reconsolident pour avoir une homogénéité au niveau international. Parce que c'est pas la même loi. Donc c'est la direction qui tranche et qui... attends, c'est quoi ça? Michelin, super. Alors eux, ils font la totale. Ils disent, non, on prend pas le périmètre, on enlève les USA. Pourquoi? Non, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de la liberté syndicale. Là, donc on enlève les machins. Super. Donc, donc voilà, on fait n'importe quoi, on vous dévoie des bons concepts. Voilà. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à provoquer en permanence ce type de débat sur le sens et la finalité, en fait, de revenir. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, alors il y a la crise qui fait prendre conscience, il faut absolument faire autrement, mais on voit bien qu'il y a plein de gens qui cherchent, je veux dire, partout. On peut mettre en cohérence ça avec des luttes sur tout un tas de prise en main des affaires par les gens eux-mêmes, que ce soit dans les hôpitaux, dans plein d'endroits, et que c'est quelque chose de prometteur. Alors ce qu'on a repéré aussi, qu'on a listé tous les atouts dont disposait la France, parce qu'on est en France, on peut faire pour chaque pays, mais quand même, je veux dire, on a la plus forte natalité en Europe, la jeunesse le plus qualifiée d'Europe, avec un gâchis épouvantable aujourd'hui. On a la productivité horaire, une des meilleures au monde, liée à la réduction du temps de travail et à l'équilibre, le souhait d'équilibre du professionnel et du privé qui existe dans notre pays. Et ça donne une très bonne productivité du travail. Et plus vous allez augmenter le temps de travail, plus vous allez casser ça d'ailleurs. Vous avez une recherche de sort du travail qui est quasiment nulle part ailleurs. Et ça, c'est quand même très important. Parce que le fond de l'affaire aujourd'hui, quand même, l'impasse dans lequel est le capital dans notre pays, c'est la démobilisation généralisée dans le travail. Depuis tous ces types de management, etc., de recherche de la finance à tous les niveaux, non seulement il y a des dysfonctionnements partout sur la qualité des produits du travail, mais vous avez une démobilisation. Les gens vont au travail à reculons, même des cadres, à tous les niveaux des entreprises. Donc là, c'est ça la crise. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Donc voilà, donc ce qu'on cherche, vous avez la féminisation qui est importante, je veux dire, donc, qui suppose qu'on modifie complètement la culture managériale. Je veux dire, elle est complètement guerrière. Je ne dis pas qu'on nie la féminité, c'est royal. Je veux dire, la manière dont c'est construit, la concurrence, la guerre, on écrase l'autre, voilà. Là, c'est ça qu'il faut modifier. On a plein d'autres choses. L'épargne en France est énorme. On n'aurait pas besoin de dette. La dette, elle est réglée. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'épargne en France. On est obligé, compte tenu des traités européens, on est obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'atouts extrêmement forts. Et alors, par contre, on a un handicap aussi fort que les atouts. C'est qu'on a un record européen des dividendes. Donc vous prenez pourquoi aujourd'hui vous avez l'industrie, le socle industriel est atteint, vous avez une faiblesse d'investissement de la recherche et développement dans tout ce qu'on appelle compétitivité hors coût, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment le travail et qui n'est pas marchand chiffrable. Et par contre, vous avez une financiarisation qui est plus forte qu'ailleurs, et ça fait depuis Marx le disait à la fin du XIXe siècle, cette affaire. Donc, le caractère usurier du capitalisme en France qui vient d'ancien régime. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, vous prenez les chiffres des dividendes, c'est le plus fort d'Europe. Les Allemands, c'est moins fort. Pourquoi l'industrie allemande tient mieux? Il y a eu moins de financiarisation dans l'ensemble de l'industrie. Et les services qui sont développés en France, ils sont surtout des services où on fait de la plus-value financière en tant que telle. Et puis, prenez une voiture, on peut détailler, mais vous achetez aujourd'hui une voiture, c'est pas uniquement, c'est aussi des services. Donc, vous achetez une voiture japonaise, vous avez l'après-vente, vous avez tout qui est compris. Sinon, voilà. Donc on a un retard considérable parce qu'on n'a pas, c'est pas des erreurs stratégiques. On nous dit, il y a des erreurs stratégiques.
stratégique. Ça veut dire que les dirigeants, les salariés français, ils auraient moins de réflexion que nous, c'est qu'on fait des erreurs. Alors que ça fait des années qu'on le sait. Non, c'est parce qu'il y a une volonté de trouver des dividendes en permanence et des choix de court terme qui sont beaucoup plus accentués. Donc c'est là-dessus qu'on s'affronte. Donc voilà, donc nous, voilà les recherches qu'on a, enfin, ces recherches, c'est surtout, on a écrit ce qui est venu dans les débats syndicaux. Donc c'est presque un projet syndical qui part de reprendre la main sur le travail et puis pour reprendre progressivement la main sur l'ensemble de l'économie, mais ça se peut se traduire en projet politique, un projet de société. Au moins on inverse les choses. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on est sûr, c'est que les gens se remettent debout quand ils se reprennent en main à partir de leur travail et puis qu'ils cherchent à s'approprier les choses. Alors, je peux terminer ce soir, je m'arrête là, puis on reprendra plus tard sur sur la gravité de ce qui risque d'être mis dans la loi, c'est qu'il y a au moins 3 principes fondamentaux du droit du travail qui sont mis en cause. C'est le fait que les dispositions d'ordre public vont être remplacées par des règles maison, c'est-à-dire que vous pouvez décider dans l'entreprise de la manière dont vous avez licencié, etc., indépendamment de la loi. Aujourd'hui, vous avez quand même des règles légales, etc. Et là, ça sera dérogatoire. Donc là, ça veut dire que c'est... donc ça, c'est comme un principe extrêmement grave qui est dans cet accord et dans cette loi. Le deuxième principe, c'est qu'un accord collectif d'entreprise peut primer sur votre contrat de travail, votre contrat individuel. Normalement, vous avez un contrat individuel de travail, un contrat de travail, vous avez le lieu de travail, le salaire et le temps de travail. C'est les 3 éléments obligatoires. Donc c'est insuffisant, donc vous avez des accords collectifs qui complètent ça, voilà. Qui complètent, qui améliorent. Et là, c'est l'inverse. Ça veut dire que vous avez un accord collectif qui peut vous imposer la mobilité alors que le contrat de travail dit que c'est interdit. Donc c'est la première fois qu'on a ça. C'est-à-dire que l'accord collectif prime sur votre droit individuel. Donc là, c'est un renversement, pareil, complet d'un principe du code du travail. Et le troisième principe qui est mis en l'air, c'est, par gros, ils veulent évacuer l'intervention du juge, de la justice, dans l'entreprise, sous prétexte d'incompétence, en disant les juges n'ont rien à dire sur les questions économiques et sociales, ils sont incompétents. Voilà. Donc c'est quand même fort de café, puisque la question de la santé, c'est quand même une question constitutionnelle. Et la santé au travail, c'est pas n'importe quoi. Donc les jugements qu'il y a eu sur les forfaits jours, sur les questions d'évaluation, effectivement, ça gêne les employeurs qui dérogent à l'ordre public. Donc, voilà. Donc ça, c'est ces 3 principes. Donc alors derrière ça, ça fait la mobilité. Vous pouvez avoir votre salaire qui baisse, la durée du travail qui est modifiée, la mobilité qui est imposée par des accords collectifs, même si, contrairement à ce que vous constatez. Donc c'est extrêmement grave. Et c'est un accord de ce type-là, c'est très technique, mais c'est du technico-politique. Le problème, c'est qu'après, les conséquences, c'est très, très individualisé. Donc c'est vrai que c'est grave. Et pour nous, ça va à l'inverse de ce type. Tout ce qu'on développe, c'est obtenir plus de droits d'intervention pour les salariés dans le travail, dans l'entreprise, etc. Plus de reconnaissance. Et là, ça va à l'envers. Donc c'est pour ça que le clivage, il est si lourd et que ça fait un débat, mais c'est pas parce que ça va passer là, ça va continuer pendant un bout de temps. Parce que là, c'est une question de fond. D'où va la société? Est-ce qu'on va sur une logique de gauche ou est-ce qu'on va sur une logique, on continue dans une logique de financiarisation? Non, on avait dit, je suppose qu'on avait dit 40 minutes. Bon, je crois que l'objectif, il est clairement affirmé par Jean-François. On a à la fois, dans le livre qu'il a coécrit avec Marie-Josée Kopinski, on a une vision de ce que la CGT du GIT voudrait comme relation au travail, comme management dans l'entreprise. Et on a sous les yeux aujourd'hui ce que nous propose
malheureusement, l'alliance du patronat, de certains syndicats minoritaires, d'ailleurs on essaye de faire passer comme majoritaire, ce qui est quand même un petit peu limite. On n'est pas dupe, enfin là peut-être que Jean-François me corrigera, mais il est quand même curieux que les trois syndicats ayant signé, CFTC, CFDT, CGC, l'un était soupçonné ou soupçonnable de ne pas être représentatif, la CFTC. Or, si la CFTC n'était plus représentative, l'accord n'aurait été signé que par 2 syndicats représentatifs sur 5. Il n'était donc plus majoritaire en termes de nombre d'organisations syndicales. Et curieusement, on a eu l'impression que Sapin, comme Pasqua en d'autres temps pour les listes électorales, a fait mouliner ses ordinateurs, c'est une image, pour que, juste avant le débat à l'Assemblée nationale, la CFTC, pardon, là j'ai failli y avoir un lapsus un peu dangereux, arrive à presque 10% des voix dans ce pays. Alors, la plupart d'entre nous, on a été dans les entreprises, on n'a pas eu vraiment l'impression que la CFTC représentait un pourcentage aussi important. Il ne faut pas contester les résultats. Bon, après, moi je sais comment c'est passé. Presque c'est n'importe qui. C'est-à-dire que quand ils ont vu effectivement que la CFTC pouvait disparaître du paysage, vous avez plein de syndicats autonomes qui sont créés souvent par les patrons. Donc c'est pas très compliqué. Depuis plusieurs mois, ils ont passé leur temps à faire signer des partenariats anti-datés. Disons que ces syndicats autonomes, ils étaient affiliés à la CFTC, donc comme ça. Bon, mais ceci dit, de toute façon, mais c'est pas grave, ça, la vérité, elle arrivera tôt ou tard, c'est pas ça le problème. Parce que même il serait majoritaire ou minoritaire, on peut être minoritaire et avoir raison, hein, je veux dire. La question est même au-delà de ça. Ceci dit, c'est vrai que là, c'est un passage en force quand même. Un passage en force parce que c'est quelque chose qui est grave, puisqu'on s'attaque à des fondements du code du travail, c'est quasiment sans débat, parce que le débat est tellement technique, parce que là, ce que je vous ai dit là, il y a très peu de monde qui le sait, ça. Moi, j'ai traduit de manière un peu pédagogique trois points, on ne peut pas compliquer les affaires, mais ceci dit, même ça, c'est jamais dit à la télé. On ne l'écoute pas là-dessus. On passe des... Là, à l'Assemblée, c'est confidentiel, il faut aller sur les chaînes qui transmettent les trucs à l'Assemblée. Le Chassaigne, il est très pédagogique aussi. Il y a des vidéos qui sont très claires. Filoche, il y a quelques-uns qui sont des inspecteurs du travail qui rendent les choses assez claires. Mais bon, c'est pas... Mais bon, ce qui est dommage, c'est que le débat, il est sur comment on empêche ça, alors qu'on devrait être sur l'inverse. C'est comment, logiquement, une politique de gauche, ça doit être comment on cherche à faire autrement. Si on commence par diminuer les droits des salariés, moi je veux bien. On va raconter tout ce qu'on voit. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que la façon de passer en force, c'est justement de racoler tous les syndicats autonomes qu'on connaît dans nos entreprises pour les mettre globalement en partenariat avec la CFTC, ce qui permet d'avoir une CFTC à presque 10%, ce qui permet d'avoir un 3e syndicat représentatif sur 5, et donc ce qui permet de prétendre que cet accord est majoritaire. Donc ça veut dire qu'on trompe, on passe en force. On a déjà connu, des passages en force au niveau des référendums européens, mais en général, ça a été dans certains cas des gouvernements de droite. Là, on a affaire à un gouvernement de gauche, donc ce qui rend la situation plus compliquée parce que on est là en réunion politique, les gens qui ont voté en mai 2012, ils n'ont pas voté, comme tu viens de le dire, pour avoir une régression au niveau du droit du travail. Et là, ils constatent clairement que, enfin ceux qui sont au courant, qui se tiennent au courant, ils constatent qu'on va vers une régression du droit du travail, avec tout ce que tu as dit, sur l'aspect public-privé, l'aspect collectif-individuel et l'aspect justice en dehors de l'entreprise. Donc c'est clair que ça ne peut pas ne pas laisser de traces au niveau de la conscience politique. Et c'est ça aussi qui nous interpelle, parce que tu as cité Chassaigne, tu as cité Filoche. Filoche, il n'est pas de
législation. Ouais, le clivage, il est au sein du PS. Voilà. Mais Philoche, inspecteur du travail, d'après ce que j'ai entendu, hein, mais je ne vous garantis pas le terme au pourcent près, il a relevé dans l'ANI, proposé par le gouvernement actuel, avec tout ce qu'on vient de dire, je ne répète pas, il a relevé 46 reculs pour les salariés par rapport au droit du travail actuel. C'est-à-dire que sur l'ensemble des articles, enfin on ne va pas faire la liste des articles, mais sur l'ensemble des articles qui sont envisagés dans l'ANI, un inspecteur du travail compétent relève concrètement que si ça reste en l'état, il y a 46 points, il y a des points très graves, on a cité un ou deux particulièrement représentatifs, qui seront des reculs par rapport à la situation actuelle. Donc on ne peut pas laisser passer cela. Alors, je pense que maintenant on pourrait passer à l'intervention avec la salle. Le débat collectif. Le débat collectif. Et puis, Vincent, tu vas intervenir quand tu veux. Raymond. Oui, Audan. oui. Petit point comme ça, avant de revenir sur le fond du débat. Moi, je suis de gauche et je ne me sens pas au pouvoir. Donc pour moi, ce n'est pas un pouvoir de gauche. Les choses doivent être claires. Sur l'ouvrage de Jean-François, je crois qu'il faut qu'on se pose aussi à un moment donné comment on fait. Et je pense que Jean-François a cité, alors des fois forme anecdotique, mais des fois l'anecdote, elle vaut des fois largement des développements plus philosophiques. Je crois qu'il faut qu'on se dise comment on peut faire pour changer les choses. Il y a l'ANI, après, bon, on est optimiste, on est pessimiste, mais bon, les choses sont... Le rapport des forces aujourd'hui étant, y compris dans la société, y compris par... On l'a dit, c'est très compliqué, c'est très technique. À la limite, les gens, ils vont vomir l'ANI une fois qu'ils seront touchés par les conséquences. Pour aujourd'hui, même pour nous, c'est quand même un peu compliqué. Moi, je crois que les exemples que tu as donnés dans ton bouquin, dans les coopératives, mais y compris dans certaines structures, enfin, sociétés capitalistes, au sens de la propriété du capital, où il y a des expériences qui sont menées. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en fait, au-delà, y compris du front de gauche, au-delà des partis qui composent le front de gauche, au-delà du front de gauche, en fait, on tisse un réseau qui permette de relier l'ensemble de ces expériences. Parce que c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans les entreprises, mais c'est vrai également dans le monde agricole. Aujourd'hui, en France, il y a des centaines, des milliers de gens qui quotidiennement se battent pour produire, pour faire autrement que ce que le système veut leur imposer. C'est vrai dans le monde agricole, on parlait des coopératives, où il y a une lutte féroce pour finalement casser l'outil coopératif, fermer les petites coopératives des villages, etc., qui existent encore, etc. Je citerai juste un exemple. Dans le Jura, par exemple, il y a un village, peut-être un village gaulois, on va dire, mais ils ont une coopérative fromagère, ils sont en bio depuis 1976. Être en bio en 1976, les mecs, c'était même pas des extraterrestres. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'autour, peu à peu, les autres coopératives, elles ferment. Et elles sont regroupées dans des grosses structures, etc. Et quand vous prenez, par exemple, le résultat des premiers tours des élections présidentielles dans ce coin du Jura, parce que maintenant, en fait, l'infographie c'est très bien fait, vous voyez que ce village gaulois, il était rouge. Donc, il a voté majoritairement Mélenchon. Et c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Et autour, non, c'était pas rouge. C'était certainement pas non plus un hasard. Et donc voilà. Et je pense que, alors, le mot que je vais employer, il faut le prendre au sens politique du terme. Ce réseau, en fait, il faut réagir sur cette société comme un cancer. Comme agissent les cellules cancéreuses sur un organisme humain. Il faut tisser relier ces expériences pour que ces expériences elles forment un cancer du système capitaliste. Il faut que ces expériences qui sont locales, qui sont complètement décentralisées, elles bouffent le système.
peu à peu, sans doute, différemment. Rien n'est parfait, et aucune expérience n'est parfaite, et de toute façon, même celui qui l'amène, il n'a pas la science infuse. Donc. Et je crois que c'est comme ça. Il faut qu'on ait vraiment, à mon avis, cette vision que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes là, avec des militants syndicaux, des militants politiques, mais il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Europe. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas spécialement militants syndicaux ou spécialement militants. Il y a des militants associatifs, etc., qui tous les jours tentent des expériences, font vivre des expériences, parce que ce n'est pas de contenter. Et des expériences depuis 1976, si je reprends ça fait quand même quelques années. D'accord ? Et ces expériences sont souvent pérennes, et comment on relie ces expériences pour que de ces expériences, ça fasse boule de neige, et finalement, ça fasse effectivement chuter le système capitaliste. Jean-Claude, Luc. Jean-Claude Roland. Tu veux y aller, Luc? Comme tu veux. Vas-y. Je vais rebondir un petit peu parce que l'image en soi était intéressante, mais peut-être qu'on aurait pu parler du système immunitaire plutôt que du cancer, ça serait peut-être un peu plus positif. Et puis ça voudra dire la même chose. Il a proposé de développer des cellules. Bref, mais je vais aller effectivement dans ce sens-là parce que on a essayé de prendre, alors au niveau de la fédération du PCF, quelques initiatives donc, qui sont très ponctuelles et marginales pour l'instant, mais qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de prendre contact avec des agriculteurs et de les faire venir de différentes natures, hein, des agriculteurs qui produisent de la viande, là on a fait venir un viticulteur et qui explique bien comment le système fonctionne. Et donc effectivement ce réseau qu'il faut qu'on constitue, que là on en est qu'à des démarches très très ponctuelles, il faut que ça soit quelque chose qui s'institue et puis que on assure un certain nombre, y compris de débouchés pour ces expériences positives qui existent. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, ça c'est vraisemblablement une priorité. De même que, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais dans le secteur industriel, si l'usine d'Amiens reprend son activité, il faudra qu'on réfléchisse à comment on les accompagne pour diffuser, parce qu'il ne suffit pas simplement qu'ils produisent. Il faut aussi que... Et donc tous ces réseaux-là, il faut les construire, et ça va dans le sens de ce que Jean-François a évoqué tout à l'heure. Mais ça, il ne faut pas que le dire, quoi. Il faut le dire et il faut le mettre en œuvre. Oui, en ce qui concerne la NI, ça fait joli, un nid, ça nous rappelle une célèbre chanson. Nous, on a vu, à Morpan, on a vu avec des copains de Rambouillet, on a vu Poisson, c'est pas le poisson d'avril, c'était le poisson de fin mars, et d'autres copains ont vu Malais. Moi, j'ai enregistré complètement notre entrevue avec Poisson et je peux la faire parvenir à celui qui le veut. C'est intéressant de l'argumentation. Déjà d'emblée, on s'en doutait un petit peu hein, en arrivant. D'emblée, il nous dit « je ne voterai pas ce projet de loi ». Alors, il est parti sur des explications. Il convient très bien, puisqu'on l'a poussé un petit peu à un moment donné dans un certain nombre de ses retranchements, il convient très bien que le salarié y perd le profit de la loi et des contrats de groupe, enfin des conventions de groupe, et que son contrat de travail, ça devient en fait maintenant un chiffon de papier. Ça, c'est vachement important que ces gens-là, quelqu'un comme ça, puisse annoncer ce genre d'argument. En ce qui concerne les apartés, ils emploient à peu près les mêmes mots, changés différemment quand on parle de flexi-sécurité, etc. Ils ne mettent pas les mêmes choses derrière. Et c'est là où il faut que l'on change. Ils ont détourné, le patronat, disons, les gens en place, ont détourné complètement un certain nombre d'argumentations. Et c'est ça qu'il faut qu'on remette absolument en place.
Et ça veut dire, moi en général, je m'embrouille un petit peu dans mes explications. Enfin, c'est maintenant où on a un travail, on a eu un travail important de fait, mais il n'est pas fini. Et comme je dis à Poisson, de toute façon, sachez que quand vous aurez tout ce que vous voudrez, vous allez le voter, ce projet, parce qu'il correspond à ce que veulent les gens que vous soutenez, hein, pour qui vous êtes là. Donc, mais sachez que nous, en tant que travailleurs, retraités ou autres, nous, on continuera, même si ce projet est voté, est adopté, nous, on continuera à se battre contre ça. Parce que le recul qu'il impose, cet accord, il est absolument incommensurable. On revient sur des années et des années de lutte, et donc, nous, le monde du travail ne peut pas l'accepter. Ça veut dire que il va falloir que dans les entreprises, il y ait quand même... Enfin, je vais parler des entreprises parce que c'est surtout là où le boulot va se faire. Il va y avoir besoin de changer de braquet. Parce que c'est là qu'il va falloir aller développer nos arguments. Parce qu'une fois que la loi sera adoptée, il ne faudra pas laisser les gens comme ça se dépatouiller un petit peu tout seuls. Il faudra qu'on puisse remonter un petit peu toutes les dérives qu'a apporté cet accord en trompe-l'œil. Il faudra qu'on sache un petit peu ce qui se passe réellement dans les boîtes. Il faudra qu'on donne les moyens aux travailleurs de dire, voilà, dans ma boîte, il s'est passé ci, il s'est passé ça, voilà ce qui s'est passé. Parce que quand ils disent, oui, il va y avoir des accords, on pourra demander, quand il y aura un PSE, il faudra demander l'accord de l'inspection du travail. Mais il faudra dire aux gens que, grâce aux politiques qui ont été menées auparavant, les inspecteurs du travail, ils se réduisent comme une peau de chagrin. Donc ils n'ont déjà pas le temps de résoudre leurs problèmes actuels. Comment ils vont faire en 20 et quelques jours pour répondre à tous ces plans qui vont arriver là? Donc il faut bien qu'on change complètement de braquet. Déjà dans ce sens-là, c'est-à-dire là on est sur une défensive. Alors ce qui est complètement anachronique, c'est que sous un régime de gauche, on est non pas à l'offensive, on est plus sur la défensive. Enfin, tout en se battant. Mais on est plus sur la défensive contre quelque chose qui nous attaque. Et c'est pour ça qu'elle est radieuse, la mère... comment elle s'appelle la mère... son nom, voilà. Voilà, elle est radieuse. Elle est radieuse, elle est partie radieuse. Hein, mais bon, tous les copains aussi, ils sont assez radieux, là. Hein, quand on entend les sapins, etc. C'est pas un sapin de Noël, mais là, c'est un sapin qui nous tombe un petit peu trop rapidement dans l'année. Donc il va falloir... Et puis en plus, maintenant, il va falloir réfléchir aussi à d'autres choses. C'est-à-dire le travail. Il va falloir qu'on réfléchisse à la valeur travail, remonter un petit peu à un certain nombre de choses. Est-ce que le travail, dans les entreprises, c'est ce qu'on dit, c'est les gens qui partent avec la boule au ventre au boulot? Est-ce que c'est les burn-out? Est-ce que c'est attention, il va y avoir un plan, est-ce que c'est à moi, c'est à toi? Qui c'est qui va l'attraper? Tout le monde est là dans les boîtes. Et il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus rien de... À l'époque, quand on bossait, il y avait dans les boîtes de la convivialité, il y avait un certain nombre de choses qui existaient. Et maintenant, quand je discute avec les gens qui bossent, ils disent non, c'est chacun un peu dans son coin. Donc il va y avoir tout ça à regagner. Ça, ils l'ont gagné, eux. Ils l'ont gagné, le capital. Il a gagné tout ça. Séparer les gens, employer les mots sur lesquels nous, on met d'autres significations. Donc ça, il va falloir... C'est une bataille d'idées qui est énorme, énorme. Voilà, c'est tout, parce que sinon... En effet. Je voulais juste, par rapport à la remarque de Raymond, c'est que quand j'étais au gouvernement de gauche, je me suis laissé sans doute aller, donc vous m'avez repris, et c'est juste, mais je me mets à la place des gens qui ont cru à ce gouvernement de gauche, et c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser, parce que au-delà de ce que l'on fait là maintenant, notre objectif, c'est un peu la remarque que je vais faire par rapport à l'intervention de Jean-Claude, c'est qu'il ne faut pas partir du fait, alors vous allez peut-être penser que je suis très optimiste, mais il ne faut pas partir du fait que l'accord ANI va être voté tel qu'il est présenté aujourd'hui, parce que si on est là et si on prévoit des actions, c'est justement pour éviter qu'il le soit, on peut toujours rêver, et si jamais il l'était, qu'il soit le moins pourri possible. C'est difficile, parce que c'est mal parti, mais on est là pour ça. Rappelez-vous les batailles qu'on a menées sur d'autres sujets, comme le traité constitutionnel européen, etc. On les a perdues factuellement, ces batailles, mais elles ont laissé des traces fortes
dans la tête des gens, et c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer à revenir quand, quel que soit l'accord, quelle que soit la façon dont il sera voté, quand les gens concernés vont voir arriver les conséquences, il faudra bien qu'on puisse, à ce moment-là, leur rappeler, non pas en donneur de leçons ou en personne ayant tout compris avant tout le monde, c'est pas ça la question, mais en disant c'était prévisible dans cet accord et il fallait à ce moment-là se battre contre cet accord. Donc si on ne gagne pas ce coup-là, ben, on se battra à la défensive, c'est dommage par rapport au gouvernement actuel, mais c'est la réalité. On ne peut pas avoir une autre situation que celle qu'on a sous les yeux. On est marxiste, donc c'est celle-là qu'il faut affronter. Et celle-là, on ne peut pas y échapper. Alors je serais simplement un peu moins pessimiste en disant, avant de considérer qu'on se bat pour faire, pour les entreprises, pour voir les conséquences, etc., il faut déjà se battre pour faire en sorte que le mouvement d'opinion soit majoritaire contre l'accord national interprofessionnel dans le pays. On n'a pas beaucoup de jours pour le faire, mais on sent très bien que, quand même, l'impression générale, c'est que les salariés, ils sentent bien que ça va s'en retourner contre eux, quelque part. Moi, j'ai pas eu l'impression, quand on a distribué là pour aller au débat là, ce soir, j'ai pas l'impression que les gens connaissaient les X articles de l'accord, mais les camarades sont là pour témoigner, mais ils sentaient bien que c'était pas fait pour eux. C'était pas dans leur intérêt que cette ANI est évoquée. Donc quand même, il y a une base sur laquelle on peut se déployer, à mon sens. Au-delà de l'ANI, parce que ça a des histoires, l'ANI il va passer, sauf si tu as la chance, si tu as le gouvernement qui met rien ici, remarque avec ça, comme connerie, mais bon. Faut que ça après. Non, mais le problème, c'est de toute manière, je veux dire, au-delà de ça, même si, enfin, si votre contrat de travail, c'est bien un chiffre de papier, comme tu dis, ou si ton sort individuel, il peut être déterminé par un accord collectif dans la boîte, etc. Si on se met dans cette position-là, ça veut dire que moi, je suis salarié, je me dis, comment je fais pour je peux m'appuyer sur mon contrat de travail, je cherche à agir sur l'accord collectif. C'est un site à se syndiquer. Hein. Le score et la CGT, il a été sur syndicalisation de masse. Hein. Parce que là, comment vous voulez agir sur l'accord collectif qui détermine votre contrat de travail si vous ne syndiquez pas? En plus, vous avez la loi de représentativité qui vous permet de choisir le syndicat. C'est pour ça que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour rien. Derrière, en plus, on a conscience, en tout cas au plan syndical, mais je peux parler sur le plan aussi, qu'il faut avoir une force importante aujourd'hui par rapport aux menaces, aux risques de Front National, de montée de l'extrême droite, etc., du populisme et tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un recours fort. Dans le monde du travail, au plan politique, on est compliqué. Là. C'est compliqué, le rapport de force politique. Dans le social, c'est un peu meilleur, mais on voit que... Voilà. Donc, le courant de la CGT, il a été sur syndicalisation de masse, sur CGT de tout le salariat, pas seulement uniquement les ouvriers employés, de l'ensemble du salariat. Goodyear, on a fait plus 40% chez les cadres, hein, je veux dire, par cas de donc on a des dynamiques très importantes, parce qu'on a une démarche qui maintenant, la CGT l'a mise en œuvre, maintenant moi je suis content que le PC ait repris, parce que c'était une bataille d'un certain nombre d'années, c'est qu'on travaille les contenus. On s'est trop fait avoir, c'est même par le nom management. Moi-même, enfin, on n'employait pas il y a quelques années. On disait, c'est un mot capitaliste, on n'emploie pas. Mais quand vous niez les termes, vous n'abordez pas le contenu. Parce que ça vient de notre... Quand on était dans une logique de changement de société, avec dans la politique de bloc, vous aviez l'URSS, la logique du grand soir, c'était vous avez la société, vous luttez contre la société capitaliste, et puis vous allez plaquer une société socialiste dessus. Sans travailler les contenus. Ça n'incite pas à travailler les contenus.
pour tous les contenus doivent être travaillés. Les slogans, attention aux slogans. Aujourd'hui, c'est eux qui sont obligés de faire les slogans. Ils font du détournement des mots. Mais nous, sur le contenu. Parce que là, quand ça va tomber, les trucs sur la mobilité, etc., la mobilité, c'est pas qu'un article. C'est concrètement, je vais bosser à 300 km, etc. Là, c'est ça. Et c'est là qu'on gagne. C'est là qu'on va choper la démarche à partir des besoins, etc. Et la force de cette démarche qui part des besoins, une démarche démocratique, de consultation, de débat, de résistance et de proposition. Moi, j'ai été formé par Krasuki, qui un jour me disait, je disais, tiens, c'est mon rôle, il n'y a pas de lutte, c'est juste que tu as connu toi la libération. Alors j'étais tout gamin, par rapport à lui, il me dit, sœur, avant la libération, il y avait la résistance. Hein. Une utilité collective, ça se construit. Là, on prend des études de la main, quoi. Et c'est vrai, aujourd'hui, parce qu'une résistance, pour qu'elle soit forte, pour qu'une utilité collective, il faut qu'il y ait du propositionnel, qu'on sache pourquoi. La résistance, c'était pas un sauveur, c'était une constatation de la résistance, c'est un travail collectif sur des propositions, sur des perspectives. C'est ça qu'on essaie de faire. La recherche qui est faite, le dernier congrès du PC, et même, enfin, je n'ai pas regardé le congrès du parti de gauche, exactement, mais c'est pas possible que ce ne soit pas travaillé aussi. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion à gauche par rapport à la crise, mais au-delà de la gauche, je suis d'accord, il faut aller au-delà des mots. Qu'est-ce que c'est la gauche? Il faut mettre le débat. Il y a plein de gens au PS, ça charme un maximum à l'intérieur. Déjà, ils avaient l'ANI, ça passe mal. En plus, il y a plein d'adhérents qui sont enseignants. Le truc de la réforme de l'école, ils ont travers la gorge. Plus le coup de Cahuzac, là. Déjà, c'était crispé il y a 15 jours. Je ne dis pas, je vais retrouver à la CGT lundi qui sont au PS. Je ne sais pas retrouver. Mais il faut voir la situation dans laquelle on est. Donc là, c'est pas le moment de venir. Je veux dire qu'on est dans une situation qui peut être grave, parce que là, l'histoire de l'extrême droite, on peut avoir une droite très à droite, qui gouverne dans quelques années. Mais gouverner, déjà, ils ont le pouvoir dans les entreprises. Bon, si on est en plus au niveau de l'État, enfin, c'est tout ça qu'il faut bien regarder. Les élections municipales l'année prochaine, comment on fait? C'est pas des petits trucs. Parce que là, la question de la gauche, elle va se poser. On part avec le PS au premier tour ou pas, etc. Et c'est pour que la population se disant pas du tout. Voilà, c'est une question politique. Donc c'est ça, tout ça qui est posé. Mais il y a des choses, des aspirations très fortes qui montent et qu'on est en train de prendre. Vous savez, c'est les référendums. D'abord, il y a le 2005, tout ça, qu'on a quand même gagné là. Ce qu'on a perdu, c'est la presse, parce qu'on a gagné. Il y a des débats politiques, de société qui reviennent et qui, vous savez, ça ne travaille pas, ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Comme je disais, une société collective, ça se construit. Il faut, voilà, nous, ce qu'on propose, le Front de gauche, c'est cette dynamique-là, c'est de construire cette société collective en même temps qu'on se bat contre l'austérité, etc. Parce qu'on voit bien ce que ça produit. On regarde la situation en Grèce, on regarde la situation c'est un parti nazi, c'est autre chose qu'un parti fasciste, c'est un parti nazi qui a pignon sur rue. Donc il faut voir la gravité. Donc là, il n'y a pas raison qu'on soit plus cons que nos aînés. Je veux dire. A priori, vraiment, ils nous ont fait en sorte qu'on soit plus qualifiés. Alors, merci. C'est pour ça qu'on va être plus cons politiquement. Vincent, il n'y a pas d'autres moments-là. Très court, très court. Ouais. Ce qui est important dans l'orientation de l'industrie et autres, c'est que dans les quelques années qui vont venir, il va y avoir en gros, je crois, il y a peut-être un chiffre un peu bête, mais je crois que c'est 7 millions d'entreprises qui vont changer de main, ou qui vont... voilà. Donc, est-ce qu'il y a, nous, en proposition à faire, est-ce qu'il n'y a pas essayé de créer des conditions pour qu'on favorise la création de ces coopératives ou autres, à partir d'une banque d'investissement. Voilà. Donc il y a 7 millions d'entreprises, ça représentait un gros paquet de travailleurs, de salariés. Est-ce que là, on n'a pas, c'est pas une orientation qu'on peut, ça va pas se faire d'un seul coup, c'est pas en une année, mais ça va être très progressif. Et justement, est-ce qu'on peut pas essayer de réfléchir à ça, favoriser le système coopératif à partir de cette banque d'investissement qu'on avait proposée, voilà, c'est tout. Pas que les coopératives. Je pourrais une autre alors que laisse Vincent parce que. Ouais, d'abord, je voudrais remercier Jean-François et l'éclairage qu'il a apporté. Ça me donne envie d'aller voir depuis
après dans le livre d'ailleurs, mais je trouve que la démarche est extrêmement, la démarche que ce livre traduit, hein, elle ne se résume pas à ce qui est écrit dans le bouquin, on sent que c'est une démarche profonde de réflexion dans la CGT qui en prend le langage, parce qu'elle part d'une expression de la souffrance au travail. Et je pense que, je trouve que dans la présentation, tu as bien montré à la fois la cause principale de cette souffrance, qui est un management par la pression concurrentielle des uns contre les autres dans le travail. En fait, le modèle qui est celui du capital lui-même, on essaie de l'imprimer dans le travail, c'est-à-dire la concurrence des uns, pour celui qui va le mieux faire pour qu'on maintienne la rentabilité à deux chiffres, etc. J'ajouterais que, quand on parle de rentabilité à deux chiffres, on va de privé, mais il y a des objectifs qui sont un petit peu comparables en public. Et il y a une grande souffrance au travail aussi parmi les salariés et les cadres de la fonction publique, parce qu'il faut à tout prix résorber les déficits, que ça se traduise par des objectifs où il y a de moins en moins de budget, y compris dans les collectivités locales, où là, parce que tout simplement, alors on n'a pas vu le pire, là, mais on risque de le voir dans les 2-3 prochaines années, s'il se confirme qu'il va y avoir 4,5 milliards en moins de transferts de l'État à la collectivité locale dans les 3 prochaines années, etc., etc. Et puis comme partout, on ne veut pas augmenter les impôts, à un moment ça se traduit aussi par continuer à faire avec moins. Et ça aussi, ça fait souffrir. Et c'est anti-économique parce qu'il a bien montré, ça démotive, on y va à reculons, etc., etc. Donc, voilà. Et je crois que la deuxième chose qu'il a bien montré, c'est la contradiction entre cette dérive-là du travail et puis ce que sont nos valeurs profondes quand on est de gauche. Quand on est de gauche, pour moi, c'est considérer que le développement de l'intelligence, de la connaissance des gens et tout devrait permettre qu'il y ait de plus en plus de droits, de pouvoir, de savoir pour tous. Or, actuellement, c'est un peu le contraire, c'est le contraire qui se passe. C'est le contraire avec ce management et c'est le contraire avec des lois, des choix, des décisions, des mesures. Il y a besoin, dans la phase nouvelle du développement des connaissances, de beaucoup de partage, et donc de beaucoup de pouvoir pour chacun. Quand on parle de droits nouveaux, c'est un vocable qu'on utilise depuis longtemps au Parti communiste, mais qu'il faut davantage travailler. Tout un débat au congrès départemental qui a rebondi aussi au congrès national pour donner encore plus de force à cette question du travail dans notre travail politique, justement. Et pas seulement le travail à partir de l'emploi qu'il faudrait maintenir, préserver, ou tel qu'il existe, mais en même temps, comment on fait évoluer le sens du travail, etc. Donc voilà, je pense que ça, c'était quelque chose de très important. Et changer tout ça, certes, il y a la valorisation de plein de choses qui se font, l'exemple, tout ça, mais en même temps, ça commence aussi par la résistance à ce qui aujourd'hui va à l'encontre de tout ça. Et là, dans l'immédiat, c'est la nuit. C'est épouvantable ce truc-là, parce qu'il y a Guy a évoqué la manière dont on a fait passer cet accord pour majoritaire, mais il y a aussi grave ou plus grave que ça, c'est que on nous dit, et c'est un gouvernement élu par une aspiration à gauche qui le dit, il dit les partenaires sociaux ont discuté. Maintenant, il n'y a rien à faire. Il faut voter tel quel. C'est la première fois de la discussion parlementaire de la loi a commencé cette semaine. Vous savez, quand il y a une loi qui se discute, il y a tous les amendements, etc. Mais avant les amendements, il y a toute une série d'interventions des groupes, des interventions, ce qu'on appelle générales. Ils disent le sens, un peu les amendements qu'ils vont formuler en général. Pour l'instant, est-ce qu'ils ont envie de voter ou pas? Ils expliquent largement si c'est pourquoi c'est une mauvaise loi s'ils ne veulent pas la voter, et pourquoi c'est une bonne s'ils veulent la voter. C'est la première fois, d'habitude, il y a toujours des gens du gouvernement qui répondent à ces interventions générales. Là, rien. Ils sont passés directement à la discussion de l'article 1. Pas de réponse, etc. Enfin, ça montre, et l'argument qui est sorti, c'est il ne faut pas modifier le texte parce qu'il y a des partenaires sociaux qui ne seraient pas d'accord. Essentiellement MEDEF, c'est évident.
Mais quand même, il y a des grands syndicats qui n'ont pas signé, etc. Et j'étais, le week-end dernier, j'ai fait signer des pétitions contre l'ANI, et en effet, je découvre que c'est pas très connu. C'est pas très connu, alors, un petit truc là-dessus, parce que c'est déjà arrivé quand même qu'il y ait des choses qui émanent du mouvement social et qui prennent force de loi quasiment, même avant que la loi soit votée. Pour des bouts, il y a eu des choses comme ça en 1936, il y a eu des choses en 1968, mais là on a l'inverse. Là, c'est pas porté par un grand mouvement social. Il n'y a pas un grand mouvement social qui dit dans le pays sécurisez les employeurs, permettez-leur de pouvoir faire leurs plans sociaux rapidement sans être emmerdés par des juges pendant 2 ans. Personne ne réclame ça, il n'y a pas de manifestation pour dire ça. Même à droite, ils disent pas de mariage pour tous, du boulot. Ils ne disent pas qu'il faut sécuriser les plans de licenciement. Et donc là, on a un phénomène inverse, on a un accord qui va dans le sens contraire de l'intérêt des salariés et du progrès, et dont on voudrait qu'il ne soit pas du tout discuté par ce qui est la représentation politique du pays, mais qui est complètement dévalorisé et qui ne sert plus à rien. Alors si on ajoute à ça ce qui se passe là avec Cahuzac, enfin, vous voyez, on est finalement, c'est la même logique qui nous pousse à dire qu'il faut redonner toute sa place au travail, et que c'est maintenant le travail qui doit être plus important, l'humain, par rapport au capital, et c'est la même logique qui nous fait nous battre pour le 6e République. Tout ça, ça va de pair. Parce que on a pour une partie, ce qui est obscurci, c'est la perversion des mots, en effet. Parce que on nous dit, alors, il paraît que ça a changé de nom maintenant, enfin on veut la présenter comme l'accord de sécurisation de l'emploi. Mais on a là, on va nous sortir dans un mois l'acte 3 de la décentralisation, dont un des objectifs principaux, c'est que toutes les collectivités locales devront inscrire leur action dans le respect de schémas qui seront établis par des conférences territoriales au niveau de chaque région, dans lesquelles l'État a une voix prépondérante, dans lesquelles les maires sont représentés par 2 ou 3 personnes, et pour l'essentiel, c'est des présidents de grandes communautés qui seront tous dedans, etc., et où l'État, un peu comme des établissements publics, ou qui sont dirigés par l'État. Donc, c'est de la décentralisation, ça. C'est une recentralisation complète. Et à chaque fois, ça sera pour vérifier que ça soit bien dans les critères, résorption de la dette, machin, enfin, il n'y a pas à couper, c'est pour préparer ça. Et puis, il paraît qu'en juin, il va y avoir une conférence sociale. Et l'ordre du jour de cette conférence sociale, c'est pour faire la suite de la réforme Sarkozy sur les retraites. Vous voyez, donc il y a intérêt à rétablir la vérité par rapport à tout ça, et à être nombreux dans la rue le 9, donc mardi, par rapport à l'ANI, pour qu'on en parle davantage et pour que ça fasse écho par rapport à toutes ces pétitions qu'on fait signer, parce qu'on en a ici, moi j'étais à la Verrière, mais on en fait signer un petit peu partout, et à toutes les discussions qu'on a, où à chaque fois des gens découvrent. Et beaucoup de gens nous laissent leurs coordonnées, pour que numéro de téléphone, mail, pour qu'on les informe de la suite, etc. Parce qu'ils découvrent complètement. Et puis il faudra être nombreux aussi. Moi, il y a vient de s'annoncer, ou hier, ou ce matin, une grande manifestation pour la 6e République par rapport à toute cette question des liens terribles entre la finance et la politique, dont on voit que ça va. Ça, c'était impensable. On m'aurait dit ça il y a 3 semaines, qui mouille du PS au Front National. Enfin, et donc, il y a une grande manifestation de 5. Alors, on a les forces du Front de gauche, on n'a pas encore discuté. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut bien les faire. Merci. Il y avait donc une intervention, je pense que Jean-François veut répondre à Roland, parce que dans la proposition que tu as faite tout à l'heure, là, par rapport à tous les chefs d'entreprise ou artisans qui vont partir en retraite, là, c'est bien ça dont tu parlais. Pas artisans, parce que là c'est... Artisans, enfin les petits chefs d'entreprise, les TPE. Les TPE. Bah, même 250... Je pense que justement ça a été évoqué récemment dans les documents du syndicat, le droit de reprise par les salariés. Donc je pense que Jean-François va pouvoir je vais répondre. puisqu'on a parlé de pétition, je vais la faire passer.
Sur les reprises d'entreprise, c'est une vraie question, parce que, y compris en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur se mettre dans un mouvement de réappropriation, de prendre la main sur son travail et sur l'équipe de travail. Il y a y compris un projet de loi en préparation, de voir comment il y a une bataille là-dessus. Il est possible que ce soit pas, d'ailleurs, que ce qui sort ne soit pas trop mauvais, à partir du moment où, compte tenu de ce qui passe en force sur la ligne, ils sont obligés de lâcher du lait de l'autre côté. Et c'est peut-être ce qui a été dit d'ailleurs avec la gauche du Parti socialiste, pour obtenir le vote sur la ligne. Donc, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et alors nous, on a travaillé au plan syndical, y compris des propositions un peu nouvelles. Alors il y a ce que tu as dit sur le bon public